Bonjour tout le monde, plutôt rebonjour puisqu'on s'est déjà vu ce matin sur cette même scène. C'est un plaisir de remonter une deuxième fois sur scène pour Surfing Bitcoin. Je voulais en profiter pour remercier une nouvelle fois l'organisation pour cet événement et pour nous donner l'occasion donc de discuter de tous ces sujets extrêmement intéressants. Un sujet d'ailleurs qui va faire écho un petit peu au sujet précédent, Hubert. On va reparler de monnaie numérique de banque centrale. On va parler pendant 1 heure et demie, on va continuer pendant la prochaine demi-heure, voire la prochaine heure si on a le temps. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc je m'appelle Lilian Allega, je suis journaliste pour Cryptost. Cryptost qui est l'un des premiers médias francophones dans le domaine des cryptos. Et donc je serai en charge d'animer ce panel extrêmement intéressant aujourd'hui sur un sujet très vaste, stablecoin, monnaie numérique de banque centrale, Bitcoin. Quel est l'avenir des paiements internationaux? Alors, je ne répondrai pas vraiment à ces questions. Ce seront mes panélistes du jour, mes 3 panélistes du jour, que je vais inviter à se présenter, s'il vous plaît. Michel, je veux bien que tu commences. Tu as la main Merci, maintenant. Lilian. Nous expliquer qui Donc, tu es. rebonjour. Moi, je suis Michel Kazaka, je suis fondateur de Value Chain. C'est un cabinet de conseil qui travaille dans le monde des paiements et des crypto-paiements. En gros, c'est le pont entre les deux mondes de la finance traditionnelle et la finance DeFi et crypto et Web3. J'ai plus de 17 ans d'expérience sur toute la chaîne de valeur des paiements. Je suis aussi membre du board de France Payment Forum, qui est une association des industriels de paiement dans laquelle j'anime le groupe de travail crypto-paiement, donc aussi avec des membres représentants de la Banque centrale, des industriels bancaires. On traite beaucoup des sujets des stablecoins, des monnaies numériques de banque centrale et des crypto-paiements, donc en Bitcoin et Lightning. J'ai été aussi là l'année dernière pour parler de l'efficience énergétique du Bitcoin comparé au monde bancaire. Voilà, c'est pour rappel. Merci Lilian, je passe le micro. Bonjour, donc moi Adil Takalbataï, je suis président du Cercle du Coin que j'ai cofondé, qui est une association pour les cryptos pour un public francophone. À côté de ça, je suis majoritairement curieux, j'ai un fonds d'investissement, enfin j'ai une management compagnie. Je suis également sur un autre projet pour l'instant qui n'est pas encore révélé et j'accompagne une vingtaine d'entreprises dans les crypto-monnaies. J'écris des livres, j'ai fait pas mal de conférences comme celle-ci et j'aime bien passer le plus de savoir possible en tout cas sur le sujet et me poser des questions. Donc c'est parfait, une table ronde. Hubert de Voplan, donc vous avez compris, je suis avocat. J'ai eu une autre vie avant ça. J'ai été banquier, j'ai été trader. Je suis aussi sur les produits dérivés et j'enseigne aussi à Sciences Po comme prof de droit. Merci à vous 3. Alors, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet de toute manière. On va enchaîner sur les monnaies numériques de banque centrale. Je pense qu'on est chaud sur ce sujet-là, donc continuons. Peut-être que c'est des questions que tu as déjà abordées dans ta précédente keynote. Mais je voulais vous questionner un petit peu sur l'état aujourd'hui de ces projets de monnaie numérique de banque centrale. On sait que ça évolue à des vitesses un petit peu différentes aux 4 coins du monde. On a eu récemment plus d'informations au sujet du fameux euro numérique, Cash Plus. Où en est-on au sujet de Cash Plus à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet? Hubert, peut-être. Peut-être un recap. Donc actuellement, les travaux ont continué côté Banque de France et côté Banque centrale européenne. Et côté aussi de toutes les autres banques centrales de l'Union européenne et du monde. Alors les dernières annonces, c'est par exemple en Russie, qui vient de lancer une expérimentation dans 11 villes, dans le métro de Moscou, pour tester sa monnaie numérique de banque centrale dans l'économie réelle. Vous savez peut-être tous que la Chine, depuis quelques années, elle a aussi lancé son yuan numérique, qui est l'équivalent donc, du projet Cash Plus. Il y a aussi Singapour, donc la Banque centrale de Singapour qui a lancé un cadre réglementaire pour les stablecoins d'un côté et aussi pour la mise en place du monnaie numérique de banque centrale. Il y a aussi beaucoup d'expérimentation inter-banque centrale. Alors, il y a certains qui peuvent l'appeler comme un global stablecoin, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je parle d'interopérabilité des monnaies numériques futures de banque centrale, parce qu'elles n'existent pas vraiment encore. Et ça, c'est la BIS, la BRI, qui se trouve chez nous en Europe, qui est la banque centrale des banques centrales, qui gère l'interopérabilité des paiements. Donc, en gros, qui a fait beaucoup d'expérimentations sur comment on peut opérer. Ça veut dire comment une banque centrale peut détenir une monnaie numérique d'une autre banque centrale pour l'utiliser comme contrepartie pour faire du settlement, donc de la convertibilité des monnaies numériques de banque centrale. Donc vous voyez, les banques centrales travaillent bien depuis plusieurs années, ils avancent, ils bossent. Alors les conclusions, il y a aussi le Brésil par exemple qui vient de lancer un projet assez sérieux de sa monnaie numérique de banque centrale, et nous avons entendu parler
chez nous, le cash plus avance. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on a au moins un horizon 2027-2028 pour l'avoir entre nos mains. Et il faut toujours distinguer deux CBDC, deux monnaies numériques de banque centrale. Une wholesale, une retail, une paiement de gros, l'autre paiement de détail. Très probablement, d'après les discussions en cours, la monnaie numérique de banque centrale wholesale pourrait être sur une technologie proche de la blockchain qu'on appelle DLT, Distributed Ledger Technology, qui, elle, n'a pas une monnaie intrinsèque, mais qui va permettre d'émettre un cryptoactif qui sera en gros l'euro numérique pour des paiements contre livraison de paiements de gros. En revanche, les tendances actuelles pour l'émission d'une monnaie numérique euro, elles sont sans blockchain et sans DLT. Ça veut dire que c'est un token qui va permettre la reconnaissance de cette liability, comme il a très bien précisé tout à l'heure Hubert. Ça sera du tout complètement centralisé. On a déjà beaucoup d'idées sur comment ça va être distribué par les canaux de distribution, mais je ne sais pas si c'est le moment de le développer encore ou pas. On y reviendra certainement tout à l'heure. Donc je vais m'arrêter là sur la réponse à la question. Alors, je ne sais pas si vous vouliez compléter un petit peu ça. Moi, j'aurais juste tendance à voir ça quand même comme pas une arlésienne, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. Les implémentations sont longues, c'est logique, c'est un sujet central, c'est la monnaie. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que c'est jamais lié à une réflexion démocratique. J'ai pas vu pour l'instant, en tout cas, de logique de gouvernance au sein de ces monnaies de banque centrale, où finalement les citoyens de l'espace économique en question pourraient avoir une influence sur finalement cet outil monétaire. Et moi, c'est ce qui me pose le plus de problèmes vis-à-vis des banques centrales, c'est le contrôle démocratique. Pour l'instant, c'est des instances qui ne sont pas du tout sous contrôle démocratique, en tout cas en Europe. Elles le sont de manière en tout cas très très indirecte. Et le fait de numériser finalement numériser toute la chaîne de valeur qui est celle de la monnaie de banque centrale pourrait permettre d'accentuer le contrôle démocratique, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une priorité. J'évoquais tout à l'heure le rôle quand même modeste, peut-être le mot est trop négatif, en tous les cas le rôle tout court de certains parlementaires européens dans le sujet. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça serait la seule compétence du Parlement européen ou ne faudrait-il pas, comme le passage à l'euro, dire c'est aussi une compétence des parlements nationaux? Et bizarrement, c'est un sujet, quand on en parle, il n'y a pas. Mais pourquoi vous imaginez? Parce que si on commence à dire que c'est de la compétence des parlements nationaux, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Il suffit qu'il y ait un parlement qui dise non pour qu'on se retrouve mal. Mais c'est une vraie question. Ce n'est pas prévu du tout. Hein? Ce n'est pas prévu du tout pour le moment. Non, c'est pas du tout. La question elle est prévu. complètement légitime, mais c'est pas prévu effectivement. Mais c'est vrai que la légitimité démocratique, c'est déjà bien si on a le Parlement européen qui se prononce. Ça serait encore mieux si c'était les parlements nationaux. Pardon, un petit complément sur cette remarque. Actuellement, l'argument pour dire pourquoi il n'y a pas une réflexion dans les parlements nationaux, parce qu'il n'y a pas une volonté d'émettre un euro numérique. C'est dans le conditionnel. On pourrait les mettre, mais on n'a pas encore pris la décision. On fait des travaux, on fait des recherches pour les mettre. Donc en gros, ils ont la conviction qu'ils ont tout le temps nécessaire, 5 ans, 10 ans si nécessaire, pour les mettre. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une réflexion démocratique, parce qu'il n'y a pas de projet. C'est pourquoi aller consulter les parlements pour le moment, alors qu'on n'a pas décidé de le faire. En revanche, on expérimente à un niveau international, mondial. Et les conclusions de ces expérimentations ont posé plus de problèmes et plus de questions qu'ils ont apporté des réponses aux questions initiales des expérimentations. C'est le rapport officiel de la BRI. C'est des problèmes typiques de scalabilité, de rapidité, de privacy. Et d'ailleurs, l'une des seules consultations qui était publique sur l'euro numérique, c'était une consultation en gros public pour tous les citoyens résidents européens. Qu'est-ce que vous voulez comme attribut, comme fonctionnalité, comme qualité de l'euro numérique? Et les Européens ont voté, entre guillemets, privacy. C'était le numéro 1. Et c'est le plus grand problème actuel de la conception en cours de l'euro numérique. On reviendra justement sur ces problématiques de l'euro numérique tout à l'heure, en tout cas des monnaies numériques de banque centrale, de manière générale. Dans ce panel, on parle des paiements internationaux, et tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, et ça fait partie aussi des problématiques, c'est l'interopérabilité. En tout cas, je parle des monnaies numériques de banque centrale de détail, donc ce qu'on appelle cash plus, qui est, bon, même si par définition ce n'est pas censé être le cas, on comprend via le nom que ce sera finalement une reproduction numérique de nos monnaies, de ce qu'on a dans notre portefeuille, donc de nos pièces ou de nos billets. Aujourd'hui, je ne suis pas capable d'aller payer avec mes euros dans un restaurant en Asie. Donc, comment est-ce qu'on peut envisager que le cash plus soit interopérable à l'étranger? Pardon.
pour des paiements internationaux? Ouais. C'est une vraie question qui a été soulevée de nombreuses fois. Justement, dans le rapport, je crois, de la BRI, il soulignait l'utilisation, enfin, il s'inspirait de ce que fait Curve, par exemple, qui sont des pools de finances décentralisées pour des jetons stables entre eux, donc ont peu de variabilité de cours. Donc, ils imaginent déjà potentiellement faire ce genre, enfin, répliquer ce genre de protocole. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est la capacité de tous ces organes, tels les banques centrales, de vouloir toujours réinventer la roue et ne jamais utiliser les standards ouverts. Moi, je serais pour l'utilisation des réseaux publics qui existent tels qu'ils existent, ou à la rigueur de Layer 2, qui pourrait fonctionner en termes de scalabilité à l'avenir. En tout cas, on pourrait se projeter sur quelque chose qui fonctionne et qui pourrait permettre du coup de réutiliser absolument toutes les briques de composabilité que propose la DeFi. Et donc, par exemple, pour faire du settlement, déjà, j'ai envie de dire qu'intrinsèquement, les cryptos sont des outils de settlement constants, c'est-à-dire quand on envoie des Ethers, le settlement il est au moment de la transaction. Enfin, tout dépend le conditionnement de la transaction, mais en tout cas, si c'est une simple transaction, c'est le cas. Et pour ce qui est des swaps, donc du fait de pouvoir payer dans une monnaie, que ce soit reçu dans une autre monnaie ou ce genre de choses, ça serait déjà totalement faisable avec des pools comme Curve, qui sont dédiés au stablecoin et qui fonctionnent assez bien sur des montants qui vont jusqu'à 100 millions. Si on veut changer des USDT en USDC, on peut changer jusqu'à 100 millions d'USDT à USDC sans avoir quasiment ni de frais ni de glissement. Donc, les banques centrales sont encore très très loin d'aller utiliser un standard ouvert comme Curve. En revanche, ils ont expérimenté beaucoup sur des blockchains publiques. Mais la conclusion qu'ils ont retenue à la fin, c'est de dire nous avons besoin de maîtriser la politique monétaire complètement, nous avons besoin de maîtriser complètement l'émission, la circulation, la détention, le contrôle, parce que c'est un pouvoir régalé entre guillemets pour eux. Et donc, en gros, il se peut qu'un jour on voit circuler un euro numérique sur des blockchains publiques de type Curve, Polkadot, Ethereum ou autre, mais ce n'est pas prévu à court terme. Ce qui est prévu à court terme c'est dans 5 ans, c'est de démettre cet euro numérique pour plusieurs raisons. Et tout à l'heure, Hubert, il a évoqué plusieurs, mais je vais quand même me faire un récap là-dessus. Donc, sur le sujet des paiements, il y a un vrai besoin dans certains cas d'usage. Alors, pour la monnaie de gros, pour les paiements de gros, typiquement, lorsqu'on émet un actif sur une technologie blockchain ou DLT, on a besoin que sur la même blockchain, on puisse régler avec une monnaie en gros intrinsèque ou interne à cette blockchain-là. Donc, c'est utile d'avoir un stablecoin, très souvent. C'est pour ça que c'est utile, pour certains paiements de gros, d'avoir un paiement contre livraison des titres, une monnaie numérique de banque centrale. Sauf que comme le calendrier, c'est au moins dans 5 ans, le secteur privé ne va pas attendre. Et il va émettre ses propres stablecoins. Donc, je sais très bien qu'on titre le sujet stablecoin, CBDC et Bitcoin. J'aurais même mis Bitcoin au début, mais bon. Pour répondre à une demande. Donc, le besoin, il est là. Il y a quelques besoins. Il y a le besoin de paiements internationaux, transfert de fonds, paiements internationaux. Tu as posé la question, comment je peux payer avec Cash Plus à l'étranger? Je ne pourrai pas. Ce n'est pas prévu pour. Parce que ça va prendre du temps pour que chaque banque centrale émette sa propre monnaie numérique de banque centrale et qu'en plus, la BRI derrière leur assure l'interopérabilité. Alors, il peut y avoir des acteurs traditionnels comme Swift qui vont essayer de proposer des solutions là-dessus. Ripple qui essaie aussi de proposer des solutions d'interopérabilité. Mais le problème reste encore, c'est qu'il n'existe pas ces monnaies numériques de banque centrale. Donc, le domaine des paiements, comme tu l'as dit très très bien, Ali, il a besoin de se réinventer il n'arrive pas à apprendre rapidement en utilisant l'existant. D'ailleurs, l'existence même de l'instant payment, elle est due à Bitcoin. Et ça, les gens ne le savent pas assez bien. C'est-à-dire que lorsque, aux États-Unis ou bien en Angleterre, Faster Payment, ou en Europe, l'instant payment, il est venu, c'est parce que Bitcoin a dit « je peux faire un paiement instantané en 10 minutes » par rapport à 48 heures en moyenne pour un paiement classique ou 7 jours ou 15 jours pour un paiement transfrontalier en général. Donc Bitcoin il a dit « je peux faire un paiement quasi instantané ». Donc la réponse, c'était de dire on va le faire nous aussi, à notre manière, à notre sauce. C'est logique, c'est compréhensible de voir pourquoi ils ont besoin de s'améliorer et d'optimiser leur système. Ils ont investi pendant des dizaines et des dizaines d'années là-dessus. Mais c'est logique aussi de voir qu'à un moment, ils vont arriver à une conclusion de dire on ne va pas réinventer Internet. Ils ont essayé de le faire. Hein. Il y avait MPLS, il y avait X25, il y avait des protocoles non Internet pour faire des paiements. Parce que les paiements, c'était sensible pour des banques systémiques. Donc, ils avaient réinventé leur propre Internet pour faire un circuit. Sauf qu'ils se sont retrouvés isolés d'Internet. Il fallait des bridges pour repasser sur Internet. Puis, ils ont dit, on va quand même tout migrer sur Internet. Et grâce à quoi? Ça a pris du changement, la gestion du changement, de la sécurité, de la cryptographie.
Et ben, tant mieux, parce que ça existe déjà par conception sur Bitcoin. Juste un mot complémentaire sur l'interopérabilité. Il y a Swift qui a annoncé récemment des projets assez avancés avec Capgemini sur le sujet. Et puis, si vous voulez en savoir beaucoup plus, alors c'est un rapport de juin 2023 du Forum économique mondial, très très détaillé sur l'interopérabilité des monnaies numériques, et qui dit en beaucoup plus détaillé tout ce qu'on vient de vous dire là. On continue sur le sujet de l'euro numérique, puisqu'il y a un point que tu as évoqué aussi, Hubert, dans la précédente keynote, mais que je trouve intéressant. On l'a constaté énormément, nous, avec Cryptos, quand on a traité cette actualité, c'est revenu beaucoup de la part de la communauté. Cette crainte, notamment quand le smart contract a été pour la première fois un peu audité, scruté, même si pas vraiment le smart contract, mais en tout cas le code. On remarquait ce manque de transparence, la possibilité aussi que les admins derrière aient la main pour modifier tout ce qui se passe au sujet de cet euro numérique, et aussi la surveillance et la collecte des données personnelles. C'est un vrai problème, tu l'as abordé. J'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus. Quels sont finalement les risques pour répondre à ces personnes-là qui craignent pour leurs données personnelles, pour la surveillance? Alors c'est là où il faut distinguer la technologie et le droit, et les deux sont liés pour répondre à la question. Dans quelle mesure une technologie permet d'encapsuler encore une fois des données personnelles, et ensuite comment cette même technologie permet que ces données personnelles soient lues ou transférées à des tierces personnes. Dans les technologies de DLT, il n'y a a priori pas de restriction possible à ces deux questions, donc il te fait envisager et envisageable d'avoir des données personnelles assez fournies sur, que ce soit dans la monnaie elle-même ou dans le token qui est lié à la monnaie, en tous les cas qui soit lié à la monnaie elle-même. Ça, c'est la réponse technologique. Ensuite, il y a la réponse juridique qui dit comment ça se passe déjà aujourd'hui. Quand je paye chez Magasin Carrefour avec ma carte bleue et que pour faire mes courses, j'ai tout le détail. Donc la banque connaît précisément le montant de mon achat, l'heure, le lieu, mes habitudes d'achat, parce qu'il y a même le détail de ce que j'achète. Et pourtant, on s'en offusque pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que juridiquement, cette information, elle est considérée comme un secret bancaire qui est important. Et seul le juge peut demander à la banque de divulguer pour un besoin précis, ce que disait aussi le colonel de gendarmerie l'autre jour. Donc les pouvoirs dans un état de droit de Big Brother, ça n'existe pas. Ou alors, on n'a pas confiance dans l'état de droit. Donc, seule une mesure judiciaire sur un cas particulier permet d'avoir accès aux fameuses fadettes ou plus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il n'y a aucune information aujourd'hui qui circule sans accord du juge. Et c'est là la grande différence entre les monnaies numériques qu'on va voir se développer dans les états de droit et les monnaies numériques qu'on va développer dans les états de non-droit en quelque sorte ou non démocratiques. Parce qu'il y aura bien sûr un juge, enfin, dont on connaît la relative peu d'indépendance par rapport au pouvoir. Donc, pour répondre à la question, si la technologie le permet, seul un état de droit permet de se donner suffisamment confiance pour se dire que ces informations qui de toute façon déjà existent aujourd'hui ne seront pas plus utilisées demain. Par exemple, est-ce que la Banque centrale européenne pourra diffuser toutes les informations au fisc ou autres, etc. Elle ne le peut pas juridiquement. Elle ne le peut pas. Encore une fois, après, si je n'ai pas confiance dans l'état de droit, c'est autre chose. Moi, j'aimerais bien rebondir sur une première fois sur l'aspect technique et aussi sur l'aspect du droit. Sur l'aspect technique, un des enseignements que je trouve qui est intéressant de Bitcoin, c'est le fait que par défaut, il y a un alignement des intérêts, plus ou moins des différentes parties, et deux, le système ne peut pas nous tromper directement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que par design, Bitcoin, lorsqu'on signe une transaction, rien d'autre ne peut advenir que la transaction finalement. Et on pourrait tout à fait avoir des systèmes techniques qui nous permettent d'avoir la garantie et la preuve que nos données ne sont pas divulguées. On est à un niveau désormais en cryptographie où on pourrait avoir des systèmes techniques qui sont by design protecteurs. Et c'est le cas, par exemple, Monero, on peut croire ou pas que c'est totalement étanche ou non, mais il y a toujours eu des clés étendues sur Monero où on peut dévoiler tout l'historique de ces transactions personnelles. On est le seul à avoir cette clé si, par exemple, il y aurait une plainte d'un juge. Ça serait tout à fait faisable. Donc on peut avoir des systèmes qui protègent la vie privée
par définition et qui peuvent prouver le fait qu'ils protègent la vie privée. Et ça me paraît être quand même les systèmes les plus optimaux pour ce genre de cas de figure. Et la deuxième question, au niveau de l'état de droit, le principal problème, à mon sens, parce qu'on parlait aussi du fait que la Fiat pourrait être saisie ou autre et contrôlée. Moi, ça ne me semble pas tellement problématique, parce que si je suis sous l'empire de la monnaie Fiat, j'ai envie de dire que je peux accepter ces règles en quelque sorte. Mais en revanche, sur le côté état de droit, où on serait protégé par définition parce qu'il y a cet état de droit, moi, mon problème, c'est que les dictateurs et les fascistes peuvent arriver finalement par les urnes au pouvoir, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, et s'emparer d'outils technologiques qui peuvent aller plus vite que l'état de droit à réagir, par exemple. Et c'est ça qui me pose problème, c'est quand on met à la fois parfois des outils légaux ou des outils techniques à disposition de potentiels futurs fascistes qui ne sont pas encore là. Il faut s'en méfier parce qu'on a souvent la mémoire courte, l'humanité, sur tous ces sujets. Et donc, si on a trop d'outils qui permettent un contrôle du citoyen et qu'on n'est pas du tout dans une culture où il y a une inversion finalement de la surveillance avec la surveillance de la part des citoyens sur les institutions, on peut facilement avoir quelque chose, un changement radical qui se passe très vite avec finalement une prise du pouvoir qui va totalement s'emparer de ces outils pour les utiliser de manière autoritaire, à mon sens. Comme les boîtes noires, par exemple, les IMSI Capture qui avaient été mis en place pour pouvoir écouter les métadatas des différentes communications. Attaquons ensemble le problème de la prévision de l'euro numérique et des autres des autres monnaies numériques de banque centrale. Actuellement, le modèle, il ne veut pas des intermédiaires, les banques, qui sont courroie de transmission de la politique monétaire. Et ce sont des entités privées. Tout à l'heure, on parlait de l'émission monétaire de la monnaie scripturale. La monnaie, l'euro que nous avons aujourd'hui dans nos comptes bancaires, ce n'est pas de l'euro de la Banque centrale. On ne peut pas l'appeler l'euro. C'est une monnaie privée de la Société Générale ou du Crédit Lyonnais. C'est une monnaie privée de la banque. En revanche, elle est régulée, elle est supervisée. Elle est sous l'autorité de supervision de la CPR, de la Banque de France et de la BCE. En revanche, c'est une monnaie privée. Si la banque fait faillite, je perds mon argent. Alors oui, il y a des mécanismes de garantie de fonds qui ont des limites à 100 000 euros. On a des doutes sur la capacité pour rembourser beaucoup de personnes. On a vu l'effondrement de SVB et d'autres banques aux États-Unis et il a fallu que la Fed dise « je rembourse tout le monde ». Je n'avais pas les garanties, je n'avais pas les fonds, mais j'émets de la monnaie pour rembourser tout le monde. Donc pour garder la confiance dans le système bancaire, dans le système monétaire. Donc le problème actuellement de l'euro numérique, c'est qu'il ne veut pas disrupter les banques. Donc comment faire ça ? On va donner un rôle aux banques pour le distribuer. Alors qu'en réalité, il n'y a pas un vrai besoin qu'il y ait cet intermédiaire encore. Parce qu'ici, on veut dire qu'il ressemblerait à un bitcoin, crypto, euro, qu'on peut les mettre sur une technologie relativement distribuée ou pas, il y a moins besoin de l'intermédiaire. Je peux avoir, moi, un compte direct à la banque centrale. Physiquement, techniquement, c'est possible. Donc pour ne pas disrupter les banques, ils leur ont donné un rôle de distribuer et d'être rémunérés pour ce service. Sachant que les banques doivent rendre ce service gratuitement aux citoyens. Donc, ils n'auront pas le moyen de facturer ce service. C'est comme le cash. J'ai droit au cash. La banque, c'est un coût, un centre de coût pour les banques de nous distribuer du cash dans des guichets automatiques bancaires. En gros, il faut vraiment les remercier pour ça. Ils ont d'autres moyens de se faire rembourser derrière. Mais en gros, c'est à peu près le même mécanisme. La banque va être payée pour ce service par la Banque centrale. En revanche, elle aura une responsabilité. C'est de tenir le compte pour moi et du coup de suivre nos transactions. Pourquoi on a besoin de ça ? Parce que le plafond, le fameux plafond de dire ça va être probablement limité à 3 000, c'est ça l'idée qui est la plus qui est véhiculée en ce moment, c'est 3 000 partout, par tête, par Michel, par Lilian. Et pas par banque. Et pas par banque. Donc en gros, si à la BNP j'ai un compte, et j'ai un compte à la SG et un compte au Crédit Mutuel, la somme des trois ne doit pas dépasser 3 000. Comment faire ça ? Donc il faut dévoiler l'existence du compte, il faut dévoiler le montant existant sur le compte et il faut dévoiler les transactions d'entrée et de sortie pour que, en temps réel, le plafond s'équilibre toujours à 3 000, qu'il y ait des déversements sur le compte courant classique privé du Crédit Mutuel, de la SG, etc. Donc, en gros, pour tenir leur promesse de dire que ça va rester privé, ils vont dire
La banque n'a pas le droit de le savoir. En revanche, moi, j'ai l'obligation de dévoiler à la banque, de donner l'autorisation à la banque. Donc, c'est par acte de consentement que le citoyen doit dire « j'autorise dans les CSG, je fais check à la fin, j'autorise la banque, sinon je ne peux pas avoir le service, j'autorise la banque à aller voir mes comptes ailleurs, grâce à des technologies qui peuvent ressembler à la DSP2, l'agrégation de comptes bancaires, où je donne l'autorisation à une banque d'aller voir mes comptes ailleurs et d'agréger ses comptes. » Donc voilà, le plafond de 3 000, il sera divisible. Il sera toujours bloqué à un plafond qui pourra augmenter après. Et tout ça, les banques ne sont pas contentes de ce service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur impose un projet qui n'est pas encore décidé, et la Fédération bancaire française, elle est très très claire là-dessus. On n'en a pas besoin, on a d'autres priorités, on a plein d'autres réglementations et plein d'autres projets à implémenter qui sont moins rentables encore que l'euro numérique. Et en plus, vous nous dites qu'il faut qu'en plus qu'on fasse l'euro numérique. En revanche, pour conclure et laisser la parole aux autres aussi, c'est un projet quand même indispensable pour la Banque centrale. C'est-à-dire que ça va se faire. Et je prends toujours ma casquette sur laquelle je suis le plus crédible, parce que sur les aspects techno, je risque de me faire assez vite remettre dans mes 22, donc la casquette plutôt juridique. Il est intéressant aussi d'avoir en tête, parce qu'on parle beaucoup de la comparaison entre les deux, quand vous déposez des cryptoactifs, donc des bitcoins, si demain la banque Société Générale ou une autre accepte de voir vos wallets ouverts chez elle, la monnaie numérique, les actifs numériques ont la même qualité juridique que les dépôts bancaires, c'est-à-dire qu'ils sont fongibles et consomptibles. C'est-à-dire que c'est un bien fongible et consomptible, c'est-à-dire dont la propriété revient à la banque. Et donc, quand vous déposez de l'argent à la banque, en fait, vous avez une créance contre la banque. C'est pour ça que c'est la monnaie privée. Vous avez une créance contre la banque, vous lui dire, je t'ai déposé de l'argent, rends-moi mon argent. C'est une créance de remboursement. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a mis un plafond de 100 000 euros par la loi, parce que s'il n'y avait pas le plafond de 100 000 euros, tout le monde irait pleurer en cas de faillite bancaire. Je rappelle que dans les années 30, la moitié du système bancaire américain est tombé en faillite. Il y a 9000 banques qui sont tombées en faillite. Voilà, donc le plafond de 100 000 euros, il est là parce que juridiquement, sinon, tout le monde serait un créancier et irait pleurer. Donc je continue mon raisonnement. Si demain, Société Générale ou notre banque accepte que vous déposiez, vous ayez des wallets ouverts et vous déposez vos bitcoins, ben, le fonds de garantie ne fonctionne pas. Donc, vous n'avez qu'une créance contre Société Générale. Et donc, en clair, vous avez Société Générale ou n'importe quelle autre banque tombe en faillite, vous avez vos yeux pour pleurer. Et ça, c'est important parce que ça montre la différence à la fois la ressemblance... La différence de nature. Oui, entre ces à la deux fois la monnaies. ressemblance juridique fongible et consomptible, mais aussi les différences de nature entre la monnaie et un actif numérique, puisqu'on protège la monnaie, on ne protégera pas l'actif numérique. On peut émettre l'euro, mais on ne peut pas émettre du bitcoin. Voilà, c'est la vraie différence derrière. Oui, surtout que si on regarde les fonds de garantie euro, ils sont placés dans la finance mondiale. Même le fonds de garantie, c'est pas une pile de cash qui dort, comme on pourrait le penser parfois. C'est placé dans des fonds monétaires ou ce genre de choses qui sont théoriquement peu risqués. Mais Pire, ce sont des lignes de crédit par les mêmes banques. Oui. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu consanguin, et c'est parce qu'on peut activer malgré tout la création. On l'a vu en monétaire. action. On l'a vu en action Oui. aux États-Unis. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas suffi pour couvrir la faillite des banques. Clairement. La Fed, elle a dit j'émets de la monnaie. C'est exactement ce qu'on a fait au temps du Covid. C'est 6 000 milliards de dollars ou 6 000 milliards d'euros, 3 000 milliards d'euros qu'on a injecté dans l'économie pour la laisser vivre. Et c'est ça le pouvoir de la politique monétaire. C'est ce qu'on ne peut pas faire avec du Bitcoin. Et donc tout à l'heure, Hubert, il parlait de... On ne peut pas émettre du crédit facilement, au moins avec du Bitcoin. En revanche, on peut l'émettre avec d'autres crypto-monnaies qui sont moins structurées et rigides sur la partie émission. C'est-à-dire les crypto-monnaies et la DeFi apportent déjà la réponse à tout ce qu'on a su déjà faire dans la finance traditionnelle. Et on a recréé ça d'une façon distribuée sur de la DeFi. Composable. Très important, on peut interagir avec les différents protocoles. Et juste pour revenir sur ce qui a été dit, sur le plafond des 3000 par exemple, et d'autres restrictions qui devraient arriver sur les monnaies numériques de banque centrale, notamment combien on peut payer en une seule traite. C'est une double restriction, il y a le plafond et par transaction. Oui. Donc il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, non, mais c'est pour ça. C'est double peine. Et moi, ce que j'aime bien penser, c'est pour quelles raisons. C'est-à-dire que là, on a eu par exemple une des raisons, les plafonds, c'est pour les dépôts, la garantie des dépôts potentiellement. Et l'autre raison, c'est souvent la lutte contre le blanchiment, toutes sortes de trafics qu'il pourrait y avoir grâce à des flux financiers. Et la question que j'aimerais me poser, moi, c'est
est-ce que c'est efficace ? Et les peu de papiers que j'ai vus montrent que c'est totalement inefficace pour l'instant le système tel qu'il est contre les flux financiers illégaux. La preuve, Koulibaly s'est financé avec du Cofinoga, il ne faut jamais oublier. Christine Lagarde adore dire que les attentats, c'est avec de la crypto, mais pour l'instant, c'est avec du crédit à la conso. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et finalement, toutes ces restrictions, elles sont là pour des buts qui n'ont même pas prouvé leur utilité. Moi, c'est ça qui me pose vraiment problème. C'est-à-dire que... J'ai 2 commentaires. Mais ça, je reprends mon ancienne casquette de banquier. J'ai 2 commentaires. Le premier commentaire, enfin, peut-être qu'on échange entre nous, c'est que le fait d'avoir ce plafond de 3 000 €, quel que soit le nombre de banques, ça va favoriser l'oligopole. C'est-à-dire que vous allez plutôt ouvrir votre wallet d'euros numérique dans votre banque principale plutôt que dans votre banque secondaire. Donc en pratique, ça va favoriser les banques déjà existantes et les grandes banques. Ce qui est un sujet de concurrence assez intéressant. Ensuite, l'autre sujet, est-ce que c'est efficace ? Je vais y répondre différemment, comme souvent font les avocats. Je vais dire, si tu regardes le taux de fraude en valeur absolue entre le fiat et les cryptos, tu te dis c'est comparable. Mais si tu regardes en valeur relative, c'est-à-dire par rapport à la masse monétaire existante, alors là, le taux de fraude sur les cryptos explose parce qu'on n'a que 1000 et quelques milliards de cryptos en circulation sur des dizaines de milliers de milliards de dollars en circulation. Les utilisateurs allaient aux Bahamas, les entreprises allaient aux Bahamas et je ne sais quel lieu. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour la complexité. Mais pour un homme ou une femme politique, c'est normal de dire, il y a un taux de fraude ou d'utilisation illégale ou de financement du terrorisme qui est X fois, je n'ai pas le montant, plus important dans le monde des cryptos que dans le monde réel. Ah, mais par contre, en montant en valeur absolue, c'est le même. Je peux donner les chiffres ? Bien sûr. Les chiffres sont les suivants. En fait, c'est 0,24% des transactions illicites en crypto en 2022 contre... Alors, c'est en valeur, c'est nombre de transactions, c'est volume de transactions, pas montant, c'est volume. Donc, c'est-à-dire il y a X millions de transactions, X milliards de transactions d'un côté et de l'autre. Le pourcentage des transactions illicites d'un côté et de l'autre, quel que soit le montant, c'est 0,24% de transactions illicites en crypto, 4 à 5% de transactions illicites en dollars, euros, etc. Et d'ailleurs, la moitié de cette fraude, enfin, de ces transactions illicites en crypto, parce que illicite veut dire beaucoup de choses. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, sanctions. Et typiquement, la moitié, elle vient de sanctions contre la Russie. C'est ce que tu disais ce matin. Mais pardon, je me reprends, je me fais le défenseur, c'est normal, je suis avocat. Là, tu ne réponds pas à ma question, puis on ne va pas y passer des heures. Le critère, ce n'est pas par rapport au volume de transaction, c'est par rapport au volume émis. C'est-à-dire que ce n'est pas le pourcentage par rapport aux transactions, c'est quel est le taux de fraude par rapport au volume émis. Effectivement, si on augmente l'adoption des transactions crypto dans l'économie réelle, typiquement dans des crypto-paiements, voilà, le ratio va encore être divisé par des facteurs énormes. Et pour répondre en revanche à l'hypothèse, parce que ce n'est pas une question, c'était une hypothèse, tu pensais que c'est parce que pour lutter contre la fraude qu'on met un plafond de 3000, enfin, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout la raison. La Banque centrale, elle dit, d'ailleurs, ils savent que l'euro numérique, il va pas être utilisé pour du blanchiment d'argent, parce qu'il serait hyper contrôlé et traçable. En revanche, la crainte, c'est pour les crédits. Pourquoi il est contrôlé traçable ? Justement, c'est pour les crédits. C'est pour les crédits. En fait, il y aura un impact. Si les gens vont fuir la monnaie commerciale des banques privées, on va dire. En fait, si vous me donnez, moi, l'option de mettre mon argent à la Société Générale en monnaie électronique ou en monnaie numérique de banque centrale à la banque centrale, c'est facile de dire je préfère avoir mon argent à la banque centrale, tout de suite. Donc, pour limiter la fuite des fonds et des capitaux des banques privées vers la banque centrale, ils veulent garder de la liquidité dans les banques pour que les banques puissent l'utiliser comme monnaie fractionnaire après pour émettre beaucoup de crédits pour l'économie. Michel, dans ce jeu, de ce débat, les banques n'ont pas tout perdu, si je puis dire, puisqu'il y a une interdiction de par la loi de rémunérer, d'avoir une interdiction de rémunération, vraisemblablement, de l'euro numérique. On ne pourra pas produire d'intérêt, contrairement à la monnaie scripturale sur un compte de dépôt qui est rémunéré. Donc ça montre bien que j'ai dit tout à l'heure que l'euro numérique ne serait ni traçable au sens ni fondant, mais de fait, on va inciter l'euro à ce qu'il soit dépensé puisqu'il ne sera pas rémunéré.
Il ne sera pas Ça a productif. été dit officiellement par la BCE et d'ailleurs par Christine Lagarde et par la Banque de France. Le but, c'est qu'il ne soit pas une réserve de valeur, mais un moyen d'échange, un moyen de paiement. Tout à l'heure, il y a eu la question et le débat sur moyen de paiement, je ne veux pas la réouvrir, mais en gros, le but, c'est que l'euro numérique, le cash plus, soit un moyen de paiement, si vous voulez, moyen d'échange, pour qu'on puisse l'utiliser uniquement en paiement et qu'on ne le thésaurise pas. Voilà. Alors que le cash, le papier que nous avons, souvent, on le met sous le matelas. Ou en gros, on peut thésauriser avec. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de le faire. Bon, Certains le font encore, nous, non. Je pense qu'on va commencer aussi à parler un petit peu des stablecoins parce qu'on s'est un peu éloigné du sujet, même si c'était très intéressant. On a beaucoup parlé des monnaies numériques de banque centrale, on a peu parlé des stablecoins. Tu l'as légèrement abordé tout à l'heure sur des nouvelles initiatives qui se développent. Et en plus, en ce moment, il y en a de plus en plus dans l'actualité. Il y a quelques semaines, on a entendu parler de PayPal qui décide d'émettre son propre stablecoin adossé au dollar américain, le PayPal USD. Voilà, jusqu'alors, l'écosystème stablecoin dans l'industrie crypto était résumé à stablecoin centralisé avec USDC, USDT et stablecoin décentralisé, quelques initiatives qui sont toutefois intéressantes. Le fait que des géants du paiement comme PayPal, et tu parlais aussi tout à l'heure de Visa et Mastercard qui surveillent d'un œil ce qui se passe dans l'écosystème crypto, le fait qu'ils se tournent vers ce genre de solutions, notamment les stablecoins, quels sont les risques pour l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie, puisqu'on parle quand même de géants du paiement qui sont omniprésents dans notre quotidien. PayPal, voilà, c'est pour tous nos paiements sur Internet peuvent passer par PayPal. C'est encore plus prononcé pour Visa et Mastercard. Alors, je trouve que ça pose une question de fond de conflit d'intérêts quelque part. PayPal est un émetteur de monnaie électronique, mais quand PayPal est émetteur de monnaie électronique, il émet de l'euro. Il n'émet pas du PayPal. Il émet de l'euro. Même si c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est la monnaie légale. Avoir un acteur de paiement, c'est-à-dire un conduit, un tuyau, qui est à la fois le tuyau et le contenu du tuyau, généralement, en termes de business model, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les consommateurs à la fin. Donc ici, voir les géants du paiement se dire, tiens, je vais non seulement faire les transferts, mais en plus, je vais être moi-même l'émetteur de ce que je vais transférer, moi, ça m'inquiète et ça m'embête. Moi, personnellement, ça me choque pas tant que ça, parce que le modèle à l'américaine du stablecoin se dirige de plus en plus vers un modèle bancaire, enfin, assez similaire à celui des banques. On le voit avec Circle qui devient petit à petit une institution financière américaine et qui va adopter de plus en plus le comportement d'une banque. Là, ils ont encore 80% de leurs actifs qui sont dans des fonds très liquides qui produisent des rendements via les bons du Trésor américain et 20% en banque en cash. Mais finalement, ils sont soumis quasi au même contrôle et de plus en plus, on va avoir un contrôle similaire finalement pour ces émetteurs, même s'il sera peut-être un peu plus allégé. Donc, petit à petit, pour l'instant, ils sont encore un peu plus de largesse. Et c'est encore intéressant, j'ai l'impression, pour les États-Unis que le dollar soit, comme tu l'as justement dit, spread à travers le monde et que tout le monde utilise le plus possible le dollar. Donc, pour moi, entre PayPal qui émet son stablecoin et une banque, j'y vois assez peu de différence. Sinon, peut-être que j'ai pas le temps de regarder les smart contracts en détail. J'ai le droit de le transférer à qui je veux sans demander la permission à PayPal, alors que PayPal pourrait peut-être plus facilement intervenir dans une transaction. Mais j'y vois pas énormément de changement de paradigme et de valeur, quoi, en tout cas. Il est conforme aux réglementations, c'est-à-dire qu'il y a un bouton pour arrêter les faux aussi. Mais de toute façon, ça a été dit aussi autour de ces 2 derniers jours, être émetteur de stablecoin en période de hausse des taux, c'est un bon business. Ah oui, tout le monde a envie de jouer à la Banque centrale. Enfin, voilà. Satoshi, il a ouvert un chemin qui a donné envie à beaucoup d'autres, et il a ouvert les yeux grand ouvert sur la monnaie. Voilà. Parce qu'il faut rappeler, ça a été dit, mais tout comme les gens rentrent et sortent, etc., c'est quand même top d'être émetteur de stablecoin. Parce que de par le règlement MiCA, vous ne pouvez pas rémunérer les détenteurs de stablecoin. Il y a de fonds qui prend 100% de performance. Exactement, et qui garde toute la performance. Oui, c'est lui qui est c'est délirant. Bon, pour donner quelques exemples concrets autres que PayPal, parce qu'il y en a plein, Paxos par exemple, qui a fourni ce service à PayPal, le fournit à d'autres. Actuellement, Visa et Mastercard, ils font le chaud et le froid dans l'écosystème crypto-paiement, parce que parfois, ils retirent, typiquement, c'est ce qui vient d'arriver pour Binance. Visa et Mastercard viennent de retirer le droit à Binance d'émettre une carte avec laquelle on peut payer en crypto dans les magasins. Donc, vous voyez que c'est une guerre. D'ailleurs, le fondateur de Visa, en 2012, le directeur général de Visa en 2012, pas le fondateur. Il a dit nous sommes rentrés en guerre,
C'est la bataille des paiements au monde. Parce que les enjeux sont élevés, parce que nous sommes à la rencontre entre 2012, smartphone venait d'arriver. Et il avait vu que, quelques années devant nous, il y aura des porteurs de smartphones, donc c'est un nouvel outil de paiement, pour lui aussi dans sa tête. Le digital, les données, la monétisation des données de paiement, c'est les données les plus sûres sur la planète Terre. C'est-à-dire, si je veux vendre de l'information, je peux vendre des informations sur Wikipédia qui sont open source. Heureusement, ils sont relativement bien vérifiés. Mais les informations les plus solides sur la planète Terre sont les données paiement. Et ils sont valorisés. Pour donner un exemple, pour une petite banque au monde comme le Crédit Agricole, si elle veut vendre 1% de ses données paiement, c'est plusieurs centaines de millions, si ce n'est pas des milliards par an. Ça vaut autant. Des centaines de millions d'euros s'ils vendent des données. Typiquement, qui veut les acheter? Ça peut être des Adidas, des grandes marques, des Nestlé, qui veulent regarder des données de performance de certains produits, de certains magasins dans certaines régions. Typiquement, Visa aussi, elle monétise les données. Donc en gros, si je reviens à la question, aujourd'hui, la majorité des acteurs de paiement, ils ont compris qu'il y a une bataille, que selon où ils se trouvent dans la chaîne de valeur des paiements, s'ils sont des banques ou des usines de paiement en bas, ou des intermédiaires comme Visa, ce sont des intermédiaires interbancaires, ou des GAFAM qui viennent au-dessus de la chaîne, qui ont la relation directe avec le client, l'utilisateur final. Chacun veut prendre un bout de cette nouvelle chaîne de valeur des crypto-paiements, parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a de la techno, parce qu'il y a de l'innovation. Les banques sont souvent les plus lentes à adopter, parce qu'ils ont souvent l'argent pour acheter ceux qui réussissent après. Je vous rappelle que les néobanques, tout le monde pensait que les néobanques vont tuer les banques. On va faire une banque digitale, on n'a pas besoin d'agence, etc. Les banques ont fini par acheter les néobanques. Et donc les banques, on sont encore dans cette mentalité. On a le temps, on les achètera après. De toute façon, on émet de la monnaie, on peut émettre du crédit. Mais cette fois-ci, la différence, c'est qu'on ne peut pas acheter un protocole, enfin plus difficilement. Ouais. Et que l'adoption continue, même si les banques ne le souhaitent pas forcément également, que les stablecoins sont aussi une porte d'entrée vers les cryptos de manière générale. Moi, ce que je trouve dommage, en tout cas avec les CBDC et les stablecoins, mais c'est pas un hasard non plus, hein, c'est qu'on s'éloigne énormément de l'éthos de ce qu'est Bitcoin et les cryptos, c'est-à-dire be your own bank, c'est-à-dire pouvoir posséder ses propres clés, avoir une liberté totale de transaction. Qu'on peut juger, on peut juger que la transaction est placée très élevée dans la hiérarchie des normes, en tout cas cette liberté-là, suivant sa sensibilité. Et on s'éloigne de plus en plus avec les stablecoins, les CBDC qui rentrent dans le giron du régulateur ou des États, de l'état d'esprit originel. Donc il y a aussi, je pense, un aveuglement de la part des banques, parce que si la population s'approprie avant les banques et les États ces outils d'émancipation, et c'est aussi un peu pour ça qu'on est là, je pense, on peut finalement se dire que c'est un chemin sans retour. C'est-à-dire que la liberté qu'on a gagnée avec Internet, c'est assez difficile de nous la démettre. Même si y a des initiatives qui viennent enrayer certaines libertés numériques, on a tendance à ne pas vouloir perdre celles qu'on gagne. Et donc là, c'est un peu une bataille. C'est dans notre intérêt que les banques soient lentes et pensent pouvoir acheter tout plus tard, parce que plus on s'habitue à cette liberté de transaction, plus on s'habitue à l'assurance de ne pas être saisi, à l'assurance de ne pas avoir une partie qui va avoir une influence sur notre trésorerie ou nos sous, plus finalement ça va être compliqué, même si ce sera très pratique sûrement, d'utiliser des CBDC ou des stablecoins. Et là on touche, on avait un peu parlé en préparant tout ceci, c'est est-ce que ce lien entre le monde fiat et le monde crypto est nécessaire à l'établissement des cryptos comme un usage largement répandu? Autrement dit, est-ce que l'utilisation du Bitcoin a besoin du monde fiat ou pas? Et on en a beaucoup parlé, mais pas tellement techniquement, parce que en fait, c'est tout le pont qui existe entre ces deux mondes, et le stablecoin, c'est ce pont. Et le pont, il est gardé de chaque côté avec une tour, ça s'appelle la banque centrale et le régime bancaire, parce que ce pont, c'est grosso modo, aujourd'hui 450 millions,
plus ou moins de détenteurs de wallets qui peuvent avoir accès à cette utilisation des bitcoins et des cryptos, alors que ce sont déjà des détenteurs et des utilisateurs d'activités bancaires. Donc c'est normal quelque part que le stablecoin s'éloigne, puisque comme c'est le pont, il a besoin, ce pont, d'être régulé. Mais après, c'est une question que je vous pose, moi, si je puis dire, à tous les deux. Est-ce qu'on a besoin des stablecoins pour que le bitcoin soit les 20% dont on parlait dans d'autres tables rondes, pour un usage de 20% de la population mondiale, grosso modo, qui utilise le bitcoin? Voilà. Pour moi, le fait d'être sur sur une couche, en tout cas, protocolaire proche, ou qui permet plus d'interaction, est plus ou moins essentiel. Là, c'est pas du tout partagé par tout le monde, mais moi, je pense que il me faut de l'échange pour rentrer dans le système, quoi qu'il se passe à un moment. Il y a un point de bascule, hein, sûrement, dans l'adoption où il y a plus besoin, surtout s'il devient possible de vivre complètement, c'est-à-dire payer des impôts en bitcoin, enfin, ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc, à mon sens, c'est une nécessité temporaire, mais c'est surtout ce que je pense, c'est qu'on peut faire des meilleures monnaies fiat, entre guillemets, via tout ce qu'ont apporté les cryptos. Moi, c'est là ce qui me chagrine avec les monnaies, monnaies numériques de banque centrale, c'est que je trouve qu'elles ne se servent que de quelques atouts, on va dire, technologiques, de la programmabilité et de l'aspect surveillance, mais pas du tout de l'aspect gouvernance ouverte, de l'aspect, j'en parlais tout à l'heure, hein, mais de cette programmabilité, interopérabilité avec les autres protocoles existants. Finalement, tout ce qui fait, à mon sens, des cryptos que c'est une infrastructure préférable n'est pas reflété dans les monnaies de banque centrale. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément un contrôle instantané sur la balance sheet de la banque centrale, alors qu'elle pourrait être totalement on-chain finalement et permettre de voir ce qui se passe. On pourrait avoir finalement plus de contrôle, plus de transparence et également plus de flexibilité, mais on va se retrouver probablement avec un peu plus de praticité et beaucoup plus de contraintes et de surveillance. Donc j'ai l'impression que le gâteau a été coupé de la mauvaise manière, en quelque sorte. Pour répondre à la question aussi d'Hubert, actuellement, lorsqu'on veut émettre un stablecoin, comme tu as dit, c'est un pont. C'est un pont temporaire, je partage. En revanche, ce n'est pas le seul pont nécessaire. Bitcoin a besoin d'apprendre l'industrie de paiement, parce que les succès qui ont eu lieu de Visa, de Mastercard et de Swift, c'est des succès qu'il faudrait reprendre. Alors Bitcoin et Bitcoin Lightning sont d'excellentes réponses technologiques à des problématiques de l'industrie de paiement. Typiquement, je rappelle que la première phrase de Satoshi Nakamoto, c'était « j'ai créé un moyen de paiement en ligne ». Il n'a pas créé une réserve de valeur dans sa tête, il n'a pas créé une solution d'attaquer les banques centrales. Son objectif, d'ailleurs, il a bossé sur le sujet avant la crise de 2008, il a travaillé sur Bitcoin de 2006 à 2007, avant la crise. Donc pour lui, il répondait à un besoin. On n'avait pas un moyen de paiement en ligne. Internet n'avait pas un moyen de paiement en ligne. Il l'a inventé. Et donc en gros, pour revenir au sujet... Décentralisé. Voilà, décentralisé et se sentir de confiance, bien sûr. Donc pour revenir à la problématique du bridge de deux mondes, il y a un bridge de connaissances. Bitcoin et Bitcoin Lightning et notre écosystème a besoin d'apprendre des retours d'expérience de Visa, de Mastercard et de Swift, de comment les commerçants ils ont adopté ces moyens de paiement. Ce n'était pas naturel. Hein. Demandez à vos pairs, ou si vous êtes senior ici dans la salle, vous vous rappelez de l'arrivée de la carte. Comment ce n'était pas facile de l'adopter. Si vous ne rappelez pas ça, demandez aux plus grands dans la famille. Ce n'était pas facile. Et donc, ils ont réussi. Alors, ils avaient des budgets marketing, ils avaient des pressions aussi et des incentives pour le faire. Entre autres, c'est une fierté pionnière en France, mais je parle de Visa au monde et d'American Express. Donc Bitcoin et Bitcoin Lightning ont besoin de reproduire les succès de Visa, de Mastercard d'une nouvelle façon, parce qu'ils les ont réinventés. Ce sont d'excellentes solutions technologiques, économiques, sécuritaires. Ils sont à des années-lumière. Bitcoin Lightning, c'est à des années-lumière de Visa et de Mastercard. C'est à ce point. Sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir ni les budgets actuellement de marketing et de pouvoir régalien derrière, parce que réglementaire, de pousser la solution Bitcoin Lightning dans le marché. Donc pour répondre aussi à la partie stablecoin temporaire, Bitcoin peut devenir stable. C'est pas... Enfin, moi j'ai envie de dire, je vais peut-être choquer certains, Bitcoin c'est le meilleur stablecoin au monde. Il ne l'est pas encore devenu assez. Mais Bitcoin, s'il circule, s'il est adopté un peu plus, 10%, 20% plus en paiement au monde,
il sera beaucoup plus stable, en fait il sera même beaucoup plus croissant d'ailleurs que tous les stablecoins. D'ailleurs les stablecoins c'est quoi? C'est une garantie de conversion de valeur, une garantie de valeur temporaire en plus souvent, face à une monnaie qui elle est en train d'être dévaluée. Donc c'est Bitcoin qui serait le meilleur stablecoin pour moi. C'est une excellente conclusion. Et voilà, je rajouterais aussi, pour conclure, pour rebondir sur ce que tu disais, qu'on a le sentiment un petit peu que ce qui se construit sur ces projets de monnaie numérique de banque centrale ne répondent à aucun besoin de la population en face. Et ça donne un petit peu plus de crédit aussi à Bitcoin qui, lui, répond à un véritable besoin. Et on sent que plus les années passent, plus la population se rend compte de l'utilité de Bitcoin. Et donc, plus les banques centrales prendront du temps à lancer leur monnaie numérique de banque centrale, plus ça servira à Bitcoin. Bon, on aurait pu continuer de discuter encore très longtemps, mais je vois qu'on me fait des signes pour me dire d'arrêter. Donc, merci, messieurs, pour votre participation et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci.